Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, du système SWIFT qui est relié justement au XRP. On parlera un petit peu de DTCC avec les liaisons avec le XRP et Corda R3. Et on terminera par une petite nouvelle sur XRP Healthcare et la minute complotiste sur, eh bien vous vous doutez, sur les JO. On va commencer tout de suite par l'actu générale et on a le chef crypto de BlackRock qui dit tout simplement qu'il n'y aura pas de TF Solana ni XRP qui seront approuvés par BlackRock. Robert Mitchnick, responsable de la crypto, estime que Solana et XRP n'ont pas suffisamment de maturité et de liquidité pour faire flotter un ETF. Eh bien écoutez, si la personne... C'est hallucinant, le XRP est dans le top 10 depuis plus de 10 ans et il n'y a pas effectivement de maturité. Au niveau de la liquidité, je voudrais pas dire, mais c'est quand même assez correct, même si effectivement il y a moins de liquidité que sur le BTC, c'est sûr, mais il y a quand même une forte liquidité et c'est que du flan en fait, c'est que du flan. Bref, donc je vais pas aller plus loin, mais bon, comme d'habitude, au lieu de regarder ce qu'ils écrivent, regardez plutôt ce que fait BlackRock. Voilà. On continue avec une nouvelle qui, je pense, pour les investisseurs du Illuvium. Perso, je détiens un Illuvium eh bien, ils ont lancé, ça y est, les 3 jeux Web3 ont été lancés le 25 juillet. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir ensuite comment ça se passe au niveau des prix pour Illuvium. Je vous rappelle qu'il y a quand même un fort potentiel sur Illuvium, sur le prix de ce token. Et eh bien, ils ont donc lancé ces 3 jeux. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés de regarder les jeux, vous pouvez fouiller sur internet, vous aurez les 3 jeux qui, à mon avis, sont assez développés et sympas à jouer, je pense. On continue et on a l'armée qui, alors ça c'est bien sûr c'est l'armée américaine qui a annoncé des prochains déploiements de la brigade à l'étranger. L'armée a annoncé des déploiements à l'étranger au Moyen-Orient, en Europe et en Corée du Sud pour 3 brigades plus tard cette année. Donc en fait, ils renforcent un petit peu. Il y a aussi des rotations. Il y a donc des armées qui partent, des brigades qui partent et il y en a qui en fait font une rotation. Voilà, mais c'est intéressant quand même de noter ça, de voir un petit peu comment ça se positionne et ça sent pas bon. On continue. Et là, ça sent pas bon non plus. L'Union européenne propose la base de données Asset Register pour suivre les actifs des citoyens. L'Union européenne envisage d'établir un registre centralisé pour suivre les actifs des citoyens à travers le bloc. Donc en fait, ça va être tout simplement un système où en fait tout va être enregistré et on pourra voir toutes les transactions eh bien, des citoyens qui utilisent la crypto. Ils veulent tout simplement gratter l'oseille pour les impôts. À cette fin, l'Union a publié ça s'appelle Feasibility Study for European Asset Registry. Alors, il faut savoir que avant que ça se mette en place, si ça se met en place, il faudra quand même un petit peu de temps. Ils font pour l'instant des études, donc il faut un petit peu de temps. L'étude de faisabilité étudiera les moyens de recueillir et de relier les données provenant de diverses sources, notamment les registres fonciers. Donc si vous achetez par exemple avec la crypto, je sais pas, une maison ou autre, les registres d'entreprise, si vous payez avec votre entreprise, vous faites de la DeFi, enfin peut-être pas la DeFi, mais en tout cas des actions avec la crypto, vous risquez d'être contrôlé. Les fondations, les fiducies et les dépositaires centraux de titres. Donc si vous achetez par l'intermédiaire avec la crypto des actions, etc. Voilà.
Donc évidemment, le but de tout ça, c'est d'éviter le blanchiment d'argent, etc. Toujours la même blablabla. Et il y a quand même ça qui est intéressant. Si le plan avance, il pourrait soulever de graves problèmes de confidentialité. Toutefois, l'Union européenne a souligné que le registre des actifs proposés n'introduirait pas de nouveaux problèmes de confidentialité. Au lieu de cela, il offrirait aux autorités compétentes de tous les États membres l'accès aux données existantes. Donc en fait, le citoyen ne pourra pas voir ce que l'autre citoyen fait, mais par contre, le gouvernement pourra tout voir. Voilà, en résumé. Notamment, ce n'est pas la première fois que le bloc est impliqué dans le suivi des interactions des citoyens avec différents actifs. En 2021, la Commission européenne a annoncé que cela nécessiterait des échanges crypto pour recueillir les détails des personnes qui envoient et reçoivent la crypto en alignant ces échanges avec les règles Know Your Customer KYC déjà imposées à d'autres financiers institutions. Bon, voilà, ça va être de plus en plus dur. Voilà, et maintenant on va commencer un petit peu à parler du XRP. Au niveau des métriques, c'est toujours en augmentation, légèrement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et au niveau des pools de liquidité, ça réaugmente un petit peu. Il y avait eu une baisse en juin. Et là, ça augmente un peu. On est presque à 10 milliards dans les pools de liquidité. Au niveau de la dominance, on est à 1,41%. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant pour que vous compreniez bien sur quoi vous avez investi. Je ne pense pas que... alors ça, c'est un article, écoutez bien, hein, c'est un article qui est de 2022. Et c'était, je crois même, c'était avant, excusez-moi, c'était en 2019, voilà, en 2019. Et il y avait le PDG de Mastercard, Michel Mibiak, qui a déclaré lors d'une table ronde mardi lors de la conférence blockchain centrale de Davos, en Suisse, qui n'anticipait pas Swift, l'un des fournisseurs de paiement transfrontaliers les plus fréquemment utilisés. Donc lui il dit que, alors ça c'était en 2019, il dit que Swift ne survivra pas. Et moi personnellement je pense pas, je pense qu'il va survivre parce qu'il va justement utiliser la technologie des DLT et de la blockchain, et donc je pense personnellement qu'il va continuer à exister, mais que pour survivre il sera obligé justement de s'améliorer et de changer son système et d'utiliser donc des DLT. Et là, justement, si on va sur le site de Swift, pardon, on voit une transformation à grande échelle se produit dans le monde des paiements transfrontaliers. Cette transformation est motivée par des changements fondamentaux dans les attentes des clients et la technologie disponible, associée à une prolifération de nouveaux fournisseurs et infrastructures de paiement. Swift GPI est à l'avant-garde de cette transformation et relève de nos jours les défis. Alors, on va aller... on continue. Swift GPI veille à ce que les paiements internationaux répondent aux besoins de rapidité, de traçabilité. Donc là, on pense bien à rapidité, les DLT, traçabilité, bien sûr, les transactions sur la blockchain, de transparence, pareil, de l'industrie. Donc on voit bien que ça va obligatoirement s'associer au numérique. Il permet aux banques de fournir à leurs clients une expérience de paiement transformée, rendue possible grâce à des outils, ils le disent carrément, numériques, faciles à utiliser et simples à mettre en place. Et là, on va regarder une petite vidéo, même si elle est en anglais, avec les images, je pense que vous pouvez comprendre comment le futur des paiements Swift va être. On va regarder cette vidéo, ça dure 2 minutes. So I think we've reached a very successful conclusion. Yes. Congratulations. Thank you. Donc là, on voit que c'est les banques, hein, c'est les banques qui communiquent entre elles. On va continuer. Thank you. So it's my understanding you're flying out this evening? Yes. ありがとうございました。Success. There you go. Oh, thank you.
Voilà, donc là on voit bien que c'est sur le numérique et on va continuer. Hey, Lawrence. Hi, Ian. Look, I know you've put a lot of work in on this, so I thought you should be the first to know. We've signed the contract. Fantastic. Does that mean that I can push the green light on this end? Hi Ian, it's Anya. We're almost complete. Donc là, ils vont en fait essayer de signer le contrat pour les échanges entre les deux pays. Apparemment, c'est avec le Japon. Et on voit que là, il n'y a pas besoin de procédure, que ça va aller super vite. On continue. We also just wanted to keep you in the loop with the payment. Yep. You should see all the details in front of you now. Fantastic. Time is of the essence. The deadline for our first shipment goes out this afternoon. We've also just sent Mr. Tanaka the payment request, which is everything he needs. Yeah. Looks like he's got it. Donc là, il y a un paiement en attente. Apparemment, c'est les Anglais ou les Américains par rapport à cette personne qui est donc une entité japonaise, peut-être une banque. Donc lui, il reçoit la demande de paiement tout simplement en ligne. On voit que c'est quand même 1 730 000, je crois que c'est ça, 1 730 400, ou c'est 1 milliard, je ne sais pas, d'euros. Donc là, ils viennent cliquer sur Pay. On a un tracker, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir la transaction en temps direct. Taxi! Hey guys, look, I know it's getting late there. I can track the payment and keep you posted. Oh, there's no need De l'autre côté, la compagnie, elle traque le paiement aussi. for you to do that, Ian. Thank you. Payment is complete. We've just got access to the funds. Perfect. Et donc là, ils peuvent envoyer, tout simplement, le paiement a été fait, ils peuvent envoyer, là c'est le shipping, on voit donc que c'était des entreprises maritimes pour le commerce maritime apparemment. Voilà, et en fait, si on revient juste ici, je pense, il y a une chose intéressante. Perfect. Payment is complete. Hop, voilà, je bloque. On voit là, il y a des, je sais pas combien de milliards apparemment, c'est de livres qui sont envoyés. Et la charge, c'est-à-dire le coût de transaction, c'est 70 USD. Donc c'est vraiment que dalle. Et en plus, c'est fait tout de suite. Alors que, bon, je pense qu'on a déjà expliqué depuis longtemps le système où il faut des accords, il y a des frictions, il faut attendre plusieurs jours, que ça soit débloqué, qu'on vérifie qu'il y a de l'argent de l'autre côté. Il faut sur les comptes Nostroboso, il faut voir s'il y a l'argent, des autorisations, etc. Ça prend presque une semaine. Et là, en fait, tout est vraiment... très très rapide avec justement eh bien, la blockchain, le numérique. Voilà. Alors, je vous montre ça pourquoi. On va voir les liens maintenant un petit peu avec eh bien, Ripple. Donc, on voit que Finastra, donc je pense que vous connaissez Finastra qui est un partenaire de Ripple, on voit que eux par exemple sont compatibles Swift. Et donc, Finastra a obtenu le label Swift compatible application 2023. Donc en fait, ça c'est des bridges, c'est eux qui vont permettre en fait cette compatibilité pardon, avec tout simplement, ils utiliseront la technologie bien sûr de RippleNet. Et on voit là donc Ripple apporte la technologie blockchain à Finastra, le client des banques.
Dernière chose, je vais vous parler maintenant pour vous montrer un petit peu aussi les liens je ne sais pas si vous connaissez le DTCC, et en fait c'est tout simplement une organisation de services financiers qui est hyper connue, hein, et qui est basée à New York, et c'est l'une des plus grands systèmes de compensation et de règlement des titres au monde, alors que ce soit les actions, etc. Et c'est donc eux qui donnent des compensations et les règlements des transactions sur titres. C'est eux aussi qui sont dépositaires des titres. Quand vous achetez une action, par exemple, c'est eux. En centralisant tout, la DTCC, elle permet de réduire les risques de contrepartie, donc il y a moins de friction, et elle fournit des infrastructures au marché pour qu'ils puissent se développer. Elle investit dans des technologies pour améliorer ses services. Donc elle investit, on verra qu'elle investit effectivement dans la blockchain numérique. Et ce qui est intéressant, donc le DTCC, c'est un peu le volume annuel. Et si vous voyez le volume annuel, c'est 2,5 quadrillions. C'est pas trillions, hein, c'est pas des trilliards, c'est quadrillions de dollars. Donc tout ça c'est en obligations, en devises, en actions, etc. Donc c'est énorme. Et donc s'il y a une utilisation des biens de la Ledger XRPL, du XRPL Ledger pour ce DTCC, c'est tout simplement énorme. Et on va voir comment il y a en fait une liaison qui n'est pas forcément directe avec Ripple. Donc déjà on voit que le DTCC choisit Corda pour la plateforme de projet Ion. Alors la DTCC, la première infrastructure de marché post-négociation pour le secteur mondial des services financiers, a annoncé que sa plateforme projet Ion, développée comme une plateforme de règlement alternative utilisant la technologie, donc les DLT, du grand livre distribué, il a été mis en œuvre dans un environnement de production parallèle tout en respectant les normes rigoureuses de résilience et de sécurité du cabinet. Alors bien sûr, elle travaille avec énormément de banques, d'entités, c'est hallucinant. Voilà, et donc ce projet Ion, on va regarder. Donc ils utilisent, donc ils ont choisi R3 Corda pour faire justement cette passerelle. Et là je suis allé voir donc justement pour par exemple, vous voyez, pour Palao, là c'est un PDF qui s'appelle Rise of Digital Money, et on voit, ils le disent clairement, on voit là ici, je l'ai souligné, il y a un plan. There is a plan to issue sovereign stablecoin. Alors, il y a un plan pour avoir un stablecoin souverain à partir de 2022. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Basé en R3 XRP blockchain. Donc, on voit que le Corda va utiliser en fait la XRP Ledger avec bien sûr des systèmes d'interopérabilité pour en fait être utilisé sur cette blockchain. Donc en fait c'est comme une toile d'araignée, si vous voulez, il y a des connexions mais qui sont pas directes. C'est pour ça que Ripple fait beaucoup de partenariats, mais c'est un peu comme moi j'appelle ça toujours des sociétés écrans, voilà. Et alors là encore mieux, on peut voir, je suis allé fouiller en fait c'est un peu le site des développeurs sur Corda, et si vous allez en bas, regardez, ça c'est plus pour les développeurs, mais c'est open source. Les obligations qui sont représentées sur un grand livre Corda peuvent être réglées individuellement en partie avec Corda Settler. Exemple, Alice encourt une obligation de payer Bob un montant de dollars à un moment donné dans le futur. Alice ne devrait pas pouvoir marquer l'obligation comme payée que si elle peut prouver que le paiement du montant requis a été effectué à Bob via la méthode spécifiée. Ce dépôt contient une implémentation de Corda Settler avec un plugin pour gérer le règlement hors ledger dans d'autres systèmes de paiement non Corda. Et là, on voit qu'ils utilisent, en fait, ils vont utiliser le Ripple Live Java.
note dans le flux off ledger, cette obligation XRP sera envoyée à partir du compte spécifié dans le fichier. C'est un peu complexe, mais en résumé, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, c'est marqué là, utiliser XRP comme rail de règlement. Vous devez utiliser une adresse XRP d'un compte XRP que vous contrôlez. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en obtenir un sur le Fosnet, Robinet, etc. Voilà, donc on voit que même pour le R3 Corda, il y a un rail pour arriver pour le XRP. Donc ils utilisent en fait tout simplement cette structure. Voilà. Et on voit d'ailleurs, il y a 5 modules dans ce repo et Ripple qui contient une mise en œuvre de la... Voilà, c'est un peu complexe. Et intéressant, on a aussi Swift. Voilà. Donc c'est intéressant de voir en fait un peu les liaisons qu'il y a. En fait, il n'y a rien n'est caché, souvent il faut juste fouiller et on voit les choses. Une autre nouvelle pour le XRP, on a maintenant, vous pouvez acheter des choses de collection, des œuvres d'art sur le XRP Ledger avec cette compagnie qui s'appelle Estate. Quand vous voyez les prix, par contre, ça fait un peu mal. On va cliquer pour voir une. Est-ce que ça fonctionne? On va aller sur Marketplace. Voilà, quand vous voyez les prix, 18 000 €, 70 000 €, ok. Bon, après chacun a ses avis sur les œuvres d'art. Moi perso, quand je vois ça, 70 000 € pour mettre un œil de reptilien, un emoji et je sais pas quoi, chacun, ou ça par exemple. Bon, chacun ses avis, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que c'est joli, mais en tout cas, sur la XRP Ledger, vous avez maintenant la possibilité, il y a des NFT, c'est tokenisé, vous avez des œuvres d'art. Voilà, c'est toujours bon pour, en tout cas, pour le XRP Ledger. Justement, en parlant de R3 qu'on a parlé tout à l'heure, le développeur qui est assez connu, hein, qui explique comment XRP pourrait monter à 100 $, 100 000 ou 1 million de dollars. Alors je ne vais pas tout lire, c'est assez long. On va juste regarder ce qui est intéressant. Et c'est ça, je pense, c'est ce qui met. Jones a déclaré, alors que quiconque vous dit qu'il sait où est le prix du XRP, il n'y aura aucune idée. En fait, cette déclaration sert de rappel de l'immense potentiel de XRP. Jones a décrit la cible 1 million de dollars comme un petit indice de ce qui pourrait arriver à XRP, a été conçu pour servir de monnaie de pont pour le marché mondial et il offre des transactions extrêmement rapides et à bas prix. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est tout simplement par rapport à ce qui va se passer sur le réseau, et la raison, sur le réseau XRP, c'est-à-dire plus il y aura de volume, plus il y aura des émissions de dette, etc. sur le XRP Ledger, plus les prix vont flamber. Comme je vous ai montré ailleurs, juste s'il y a une utilisation, par exemple, sur l'XRP Ledger, il y a une relation avec le DTCC, par exemple, donc vous avez tous les dérivés qui viennent sur, ou une partie, bien sûr une partie, pas tout, mais une partie qui arrive sur le XRP Ledger. Si vous avez le système Swift qui va utiliser le XRP Ledger, toutes ces choses-là, c'est monstrueux, mais bien sûr, il faudra du temps avant que ça soit utilisé. Voilà. On continue et on a Ripple, Coinbase et l'émetteur de stablecoin Circle ont été approchés par les conseillers de Kamala Harris pour améliorer les relations avec l'industrie de la crypto. On voit que même maintenant du côté des démocrates, ça calme un peu le jeu sur la crypto parce qu'ils ont vu qu'il y a quand même un potentiel entre autres d'électeurs et peut-être aussi qu'ils ont vu qu'il y avait quand même des avantages d'utiliser la crypto. Je pense que de toute façon ils le savent très bien. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque terminé et on va passer juste à quelque chose que j'ai noté. Si vous regardez un petit peu les pics de vélo, on va voir, ça a été au mois de mai qu'il y a eu ce pic et on voit, si on regarde maintenant pour Axelar, on va voir que c'est approximativement à la même période qu'il y a. En fait, Axelar est lié un petit peu à vélo. Il est lié aussi, si on regarde un petit peu les fluctuations de prix, à
SHX aussi. C'est à peu près la même période pour SHX aussi. Il y a, je trouve, une liaison. En tout cas, Axelar et honnêtement, je pense que Axelar est un très bon investissement sur le long terme. Donc, moi, je pense, en tout cas personnellement, à la fin de ce bull run, quand Axelar va baisser en prix, après quand ce sera le bear market, j'en achèterai parce que ce truc va, à mon avis, être assez important parce que il amène l'interopérabilité entre toutes les blockchains. Et franchement, je pense que ça va être assez costaud. Voilà, on voit aussi que j'avais fouillé que pour la fondation Stellar, qui utilise le lancement de smart contracts sur Stellar, et en fait on voit qu'elle utilise, ici c'est marqué, elle utilise Axelar aussi dans ses projets pour justement avoir de l'interopérabilité. Voilà, je vais terminer par quelque chose de hyper important pour comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement. Tout ce qui se passe actuellement, en fait, c'est lié à ça. C'est tout simplement un changement de Bretton Woods. Et là, comme je vous avais montré une fois, c'était le 15 octobre 2020, c'était pendant la pandémie. On avait la directrice du FMI qui disait, elle titrait en fait un nouveau moment de Bretton Woods. Donc déjà, c'était un peu bizarre parce qu'on ne voyait pas le rapport entre la pandémie et un nouveau moment de Bretton Woods. Mais c'est juste en fait que la pandémie a permis en fait un peu d'accélérer justement cette transition vers plus de digitalisation, plus de numérique, et on va un peu aller fouiller. Là on va vraiment dans le terrier du lapin, on va regarder ça. Donc là déjà on a c'est le live de vous pouvez le regarder, hein, je laisserai en lien, de la Banque mondiale. Alors il faut savoir que c'est organisé par l'Atlantic Council. Donc vous savez que c'est les G20, etc., les banques centrales, etc., qui gèrent. Et on va lire ce qu'ils mettent. Le 1er juillet 2024 marque le 80e anniversaire de l'ouverture de la conférence de Bretton Woods qui a donné la naissance à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. J'allais rajouter malheureusement, mais bon. Cet événement explore l'architecture ambitieuse du système financier international exposé à la conférence de Bretton Woods en 1944. Et là, c'est important ce qu'ils mettent. 80 ans plus tard, l'économie mondiale est à nouveau dans un moment de trouble important alors que les pays se remettent de la pandémie et que le conflit a éclaté. Donc on voit pandémie, conflit, a éclaté en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Comment les institutions ont-elles évolué depuis 1984, etc. Donc ils expliquent un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est pandémie et conflit. Donc pour eux, il faut qu'il y ait une évolution en fait du système Bretton Woods pour contrecarrer ces problèmes. Donc on verra par la suite pourquoi il y a ces problèmes. Il suffit de le prendre le truc à l'envers. Et là, c'est vraiment important ce que met le Conseil Atlantique. Cet événement fait partie du projet Bretton Woods 2.0. Donc en fait, ils ne se cachent pas, hein, ils vous le mettent tout simplement, conçu pour réinventer les institutions pour les décennies à venir et sera complété par un événement le 25 juillet, donc il y a eu 2 jours. J'ai pas été voir encore cet événement, en marge des réunions des gouverneurs de finances et des banques centrales du G20 pour marquer 80 ans depuis la conclusion de la conférence de Bretton Woods. Donc en fait, ils ne se cachent pas, ils montrent tout simplement qu'ils veulent tout simplement faire un changement de ce système en tout simplement le modernisant. Mais par contre, ils vont vous dire que c'est à cause de la pandémie, du conflit, etc. Mais on verra par la suite comment le mécanisme est fait. Juste, je change pas de sujet, mais c'est important, parce que moi je regarde toujours les chiffres en numérologie. Vous allez voir que déjà, 80e anniversaire en numérologie, c'est 8 et 0, ça fait 8. Le 1er juillet 2024, 4, 2 et 2, ça fait 8. 1er juillet, c'est 1 et 0,7, ça fait 8. Donc il y a 8, 8, 8. 1944, 4 et 4, 8. 9 moins 1, 8. Donc on peut voir c'est pas pour rien tout ça. Bon, si on commence à fouiller dans ce genre de choses, mais c'est pareil, il y a eu 44 pays qui ont signé les accords de Bretton Woods, donc 44 c'est 4 et 4 et 8. Donc là on voit qu'est-ce que le projet Bretton Woods 2.0.
Alors, aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, ces institutions doivent être revitalisées et réimaginées pour une économie mondiale transformée. Donc, ils vous annoncent les choses. Ils vont revitaliser et réimaginer. Donc, il va y avoir une transformation, tout simplement, de Bretton Woods. Mais les gens ne font pas attention à ça. Donc, dans un air de rivalité géopolitique féroce et de crise sans précédent à l'échelle mondiale, donc ils peuvent vous dire la pandémie, des carences au niveau des chaînes d'approvisionnement, etc. Mais en fait, on vous dit que c'est à cause de ça qu'il faut changer le projet Bretton Woods, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est tout simplement eux qui produisent, en fait, qui font tout simplement un problème, qui amènent ce problème, et ensuite ils vous amènent une réaction et ils disent « Ah, on a le problème, il faut tout simplement trouver une solution ». Et la solution, c'est de changer le projet Bretton Woods 2.0. Et s'il n'y avait donc pas ces problèmes qui ont été causés par eux, il n'y aura pas besoin de changer le système. Mais c'est comme ça qu'ils amènent les choses, c'est toujours en amenant un problème, ensuite une réaction et une solution. Voilà, c'est pas con. Voilà. Donc, on va continuer. Et pourquoi je vous parle de Bretton Woods? Déjà que c'est assez important, on voit encore là, et là c'est l'Atlantic Conseil et qui le disait en 2022, modernisation des institutions de Bretton Woods pour le 21e siècle. Donc c'est dans les ficelles, c'est dans les cordes, ils veulent vraiment le changer. Et là, écoutez bien, c'est hallucinant. Alors ça c'est le comité de Bretton Woods et ils font ce qu'on appelle des colloques, des réunions, ils font aussi par l'intermédiaire de vocales, ils font des réunions pour parler justement de ça. Et là, ça date de 2022 je crois, regardez bien ce qui est marqué. David Mills, directeur adjoint, regardez bien quel est le titre de cette personne, directeur adjoint de la division des opérations et des systèmes de paiement de la Banque de réserve des États-Unis. La Réserve fédérale a abordé le rôle des banques centrales dans la modernisation des systèmes de paiement et a décrit l'objectif des États-Unis. Federal Reserve Board fournit des systèmes de paiement sûrs et efficaces. Mills a exprimé un optimiste prudent que les crypto-monnaies offraient comme alternative au système de paiement actuel. Donc vous voyez, ils ne se cachent pas, ils vous le disent. Et donc David Mills, qui est quand même le directeur adjoint des divisions des opérations et systèmes de paiement de la Banque Réserve, de la Réserve fédérale des États-Unis, qui vous le dit. Et regardez bien ce qu'il met après. Mais s'inquiétait des risques que les acteurs non bancaires apporteraient au système financier. Il a souligné Ripple, un réseau de change crypto-dollar de tout euro, comme un exemple positif, mais a fait valoir que plus de recherche est nécessaire avant d'envisager l'intégration du gouvernement. Là, si vous ne comprenez pas, tout est marqué. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous avez investi sur la bonne, à moins d'une catastrophe nucléaire, sinon vous avez investi sur le bon cheval. C'est juste qu'il faut du temps et il faut malheureusement que ce système s'écroule pour arriver à mettre en place le nouveau système. Voilà, dernière chose, ça c'est le blog, c'est un blog du Forum économique mondial, et regardez ce qu'ils mettent, eux aussi ils ne se cachent pas. C'était en septembre 2022, réimaginer l'argent à l'ère de la crypto et de la monnaie numérique de la Banque centrale. Le récent plongeon dans les actifs crypto a laissé les investisseurs engourdis par les pertes et sûrement dans le doute, mais l'avenir de l'argent est sans aucun doute numérique. Voilà. Donc c'est un peu long l'article, mais c'est pareil. Ils vont tous dans le même sens, ils sont tous connectés de toute façon. Ils vont tous dans le même sens et en fait on va arriver à quoi? On va arriver à ça. Ce projet Mbridge qui tout simplement va se développer et on va arriver à ce que toutes les banques centrales arrivent sur ce projet. Donc on voit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce projet Mbridge et on voit que pour l'instant il y a 26 membres observateurs.
Donc, mais ça va se développer et leur but c'est justement, regardez ce qui est marqué, le projet Mbridge atteint le stade de produit minimum viable et invite à une participation internationale accrue. Donc en fait, toutes les banques centrales vont se mettre dedans. On voit là les membres observateurs, donc on voit un petit peu toutes les banques, il y a même la Banque de France qui est dedans, et on voit toutes les banques qui sont connectées. On va juste aller regarder, il y a un autre, voilà, je vais essayer d'agrandir. On voit là toutes les banques, vous avez Banque de Thaïlande, Émirats Unis, Hong Kong, la masse, vous avez Banque d'Italie, Banque de Corée, etc., Banque de France, il y a la Banque Centrale Européenne, la Banque Mondiale, bon bref, banque... il y a toutes les banques, enfin, il y en a énormément, Banque d'Hongrie, etc. Voilà, donc je pense qu'on va arriver tout simplement à ça va être développé sur ce projet et toutes les banques vont pouvoir se réunir et avoir une interopérabilité grâce à ce projet Mbridge. Voilà, j'ai terminé pour le XRP et pour les connexions. On va terminer par XRP Healthcare qui sécurise un partenariat majeur avec Global Exhibition Titan. En fait, c'est un partenaire de marketing qui font des événementiels et qui font des événements mondiaux pour des investisseurs. Et donc, ils vont aider à renforcer en fait le marketing de XRP Healthcare. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle encore, ça avance pour XRP Healthcare. Par contre, il y a plus le staking n'est plus possible, sauf ceux qui ont déjà stacké avant, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix qui augmentera par la suite. Voilà, qui à mon avis va augmenter. Bien sûr, sur ce prochain bull run, je pense que oui, mais je pense que ça sera celui d'après, le bull run d'après, où là, ça va, à mon avis, exploser. Et pour ceux qui ont été malins, qui ont acheté quand ça valait pas grand-chose, le XRP Healthcare, ils vont être tranquilles pour toute leur vie. J'ai terminé, on passe par la minute complotiste. Je pense que personnellement, je ne regarderai pas les Jeux Olympiques, même si j'adore le sport, je ne regarderai pas, impossible, surtout avec ce que j'ai vu hier. Par contre, j'ai regardé par curiosité pour voir un peu les symboles. On va donc regarder un petit peu vite fait les symboles. Premier symbole, la scène, je pense que vous connaissez avec les apôtres. Donc voilà, leur conception. J'espère que je ne vais pas me faire dégager la chaîne, mais voilà la conception. Si pour vous c'est ça la scène des apôtres, des 12 apôtres, voilà, c'est juste un exemple. Voilà un autre exemple. Donc ça c'est la personne qui est nue, plus ou moins nue, voilà. Voilà, si vous... Là, on va continuer, on va regarder juste celle-là. Là, ce qui est intéressant à regarder, c'est tout ce qui est rouge au niveau des fenêtres, si ça vous dit quelque chose. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Premièrement, voilà, là on peut voir vraiment par rapport au laser, vous voyez très bien le compas maçonnique. Et là, ici, le veau d'or, ici. Voilà, ici. Et donc on va étudier juste une petite minute, justement ça, le veau d'or. Alors, peut-être que les Jeux Olympiques nous annoncent que c'est le bull run. C'est peut-être... Non, je déconne. Mais non, c'est pas ça. On va regarder justement, tout simplement, ce qu'est le veau d'or. Donc en fait, c'est... bien sûr, c'est dans la Bible, hein, et le veau d'or, en fait, il y avait donc Jéroboam. Alors je vous fais pas il faudrait que vous fouilliez un petit peu parce que c'est long, mais Jéroboam avait donc décidé de mettre des statues de veaux en or. Le veau d'or est un symbole païen,
Donc vous voyez bien, un symbole païen, il symbolise la force et la fertilité. On trouve ce symbole dans l'Orient ancien et en Canaan, Canaan, représentant le dieu de la fertilité, Baal. Il reprend une formule que l'on trouve également dans le livre de l'Exode avec justement l'épisode du veau d'or devant la montagne de Dieu. Voici les dieux d'Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. C'est de l'idolâtrie pure appelée Dieu, ce que l'homme a fabriqué. Donc en fait là, le dieu, en fait le veau d'or, c'est tout simplement l'argent. Ça symbolise l'argent et que c'est pour eux, c'est le dieu, c'est tout simplement l'argent. Et c'est pour ça que vous avez à Wall Street, je ne sais pas si vous le saviez, mais à Wall Street, vous avez le veau d'or qui est juste au pied de Wall Street. Il est installé juste tout simplement à cet endroit. Voilà. Et je pense personnellement que quand vous voyez Bull Run, c'est un taureau. Et je pense que c'est eux qui ont choisi ça justement par rapport au veau d'or. C'est ma théorie. Et voilà. Je pense que c'est une très bonne théorie. Et dernière chose, on a vu pendant un certain temps pour ces JO, on a vu un chevalier qui est arrivé avec un cheval blanc. Et je vais juste vous mettre, voilà, c'est le premier dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le cheval blanc, c'est le premier qui arrive. Et c'est signe tout simplement de conquête. Voilà, va conquérir, de conquête et de conquête ou d'évangélisation, pardon, ou de conquête. Voilà, il faut savoir qu'après il y a la guerre. Donc ça c'est le 2e chevalier. Le 3e c'est la famine, c'est l'augmentation, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des prix, etc. Et la famine. Et le 4e c'est les pandémies et la mort. Voilà. Donc ça c'est les 4. Donc voilà. Donc vous allez aller regarder du sport et vous vous retrouvez avec une cérémonie qui vous dit d'autres petites choses, voilà, que je tairai pour pas que la chaîne soit scratchée. Voilà, mais à vous de fouiller un petit peu, ça peut être intéressant de laisser en commentaire ce que vous avez vu. Il y en avait tellement des symboles, c'était, sur le peu que j'ai vu, c'est hallucinant qu'il y en ait autant. Je pense que là, ils se sont bien lâchés. Voilà. En tout cas, j'ai terminé pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite d'agréables vacances si vous êtes en vacances. À très bientôt. Ciao.